si vous regardez, moi je suis sociologue de formation, vous mettez tout bout à bout, avec la psychologie humaine, avec notre histoire, c'est mal parti. On ne peut que s'attendre à des gros problèmes. La crise énergétique, les flux migratoires, le réchauffement climatique, la corruption des élites, enfin, tout ça fait que l'explosion des armes nucléaires, voilà, tout ça nous met sous une tension qui est inquiétante. Donc c'est normal d'être inquiet, d'être pessimiste. Et en même temps, je suis profondément optimiste parce que l'homme est les deux, quoi. Il est capable à tout moment du meilleur. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai vécu une dépression, donc ce qui est le pire sur le plan psychologique, et c'est ça qui m'a conduit à peut-être être aujourd'hui vraiment vivant. Mais je ne le savais pas avant. Donc peut-être qu'on a besoin de ça. Et moi, mon idée, c'est juste que j'ai envie de l'épargner à mes enfants. Voilà. Et aux gens qui me sont proches. Vous avez déjà mené quelques actions et il y a bientôt d'autres actions. Est-ce qu'on peut juste reparler vite fait de ces actions avec un message à la clé? Je suis parti d'Angers, où on est, jusqu'à Davos, qui est au fin fond de la Suisse, et qui rassemble les gens les plus riches du monde, donc on dit un peu la capitale de la mondialisation. J'y suis allé en courant 23 marathons de suite. Et c'était prétexte d'opposer peur et amour, de dire soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. C'est ce que disent beaucoup de grandes sagesses. Et j'interrogeais les gens sur cette question. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qui était une manière de remettre l'amour dans un monde qui me semblait beaucoup communiquer sur la peur. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expérience? Je dirais deux choses. Déjà, ça a montré l'intuition que j'avais, c'est que tout le monde sait, une idée de ce qu'est l'amour et en connaît la puissance et l'expérimente d'une manière ou d'une autre. Donc on a quelque chose de très commun et ça faisait beaucoup de bien aux gens d'entendre ça, même de voir le film, donc il y a eu des retours vraiment incroyables. Bon, ça c'était une première chose, et puis à titre personnel, voilà, j'étais un peu déçu à la fin, forcément, vous espérez que ça change des choses, voilà, ça change des choses pour des gens, mais enfin, fondamentalement, je ne peux pas dire que la vie du monde a beaucoup évolué. Et moi, à la fin, j'avais rien prévu, j'étais parti sans argent pour faire ce film, mais j'ai été beaucoup aidé. Et à la fin, il y a quand même 200 personnes qui m'accueillent, qui parlent pas ma langue, et puis un cœur dans le ciel. Ça a fait que je me suis quand même dit, waouh, on dirait qu'on veut m'aider à poursuivre ces trucs-là, quoi. Ce week-end, vous sortez le livre de cette action, c'est ça? Où est-ce qu'il va sortir et qu'est-ce que vous y racontez? Est-ce que c'est comme le film un peu? Alors non, là c'est vraiment différent. Alors c'est aux éditions du Petit Pavé, donc il va être, j'espère, en librairie s'il marche bien dès le départ un peu partout. Ça s'appelle « Et si on parlait d'amour ». Effectivement, donc je raconte les 23 étapes du marathon, mais surtout, ce qui est intéressant dans un livre, j'intercale des étapes de ma vie personnelle. C'est-à-dire, l'idée c'était de venir expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais de l'expliquer à hauteur d'individu. C'est-à-dire, finalement, je connais que ma propre histoire. Donc par quoi je suis passé, qui m'a conduit à considérer qu'il y avait un truc qui n'allait pas et qu'on ne parlait pas du sujet essentiel et qu'on avait tort parce que c'est ce qui nous réunit tous. Voilà, donc je le fais en parlant de mon enfance, en parlant de mes constats au travail, d'anecdotes que j'espère sont agréables à lire et qui permettent aussi à chacun de se dire ça ressemble aussi un peu à ce que je vis. Alors justement, très vite fait et sans trop dévoiler non plus le livre, qu'est-ce qui vous a conduit vers ce chemin-là? Bon, je le dis parce que c'est dans le livre. Concrètement, moi je pense que c'est l'amour. Voilà. C'est-à-dire, s'il se trouve, j'ai eu une histoire avec quelqu'un et j'ai été aimé pour qui j'étais. Et je ne savais pas moi-même qui c'était. Donc on dit son âme, quoi. Voilà. Et c'était réciproque et tout ça. Et ça a fait que ça m'a profondément transformé. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous allez au fond de qui vous êtes, on est tous protégés par un système de défense
quand on est face aux autres, par rapport à ce monde. Et c'est très compliqué d'en sortir parce que ce système de défense a ses raisons d'être. Et donc si vous en sortez, ça va complètement vous déstabiliser. C'est ce que fait l'amour, quoi. Voilà. Et donc de ça, moi j'ai vu que j'ai beaucoup évolué grâce à ça. Et j'ai vu que ça rend d'une certaine manière réellement vivant. Et je me dis qu'un monde idéal pour moi, ça serait ça. Ça serait un monde où on se reconnaît d'âme à âme. Et vous avez également fait un autre projet dont un film va bientôt sortir. Est-ce qu'on peut également parler de ce deuxième projet qui s'est passé à Muret-Rigné? Oui, après dire et si on parlait d'amour, comme remettre ça dans l'actualité, je me suis dit le mieux, ça serait de le vivre. Et ce qui est plus dur encore, c'est le vivre avec ses voisins, les gens qui nous entourent. Donc j'ai été voir le maire et je lui ai dit, tiens, est-ce qu'on pourrait se dire qu'en 24 heures, on s'engagerait sur la ville de Muret-Rigny, 6300 habitants, à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à rencontrer les gens et leur dire est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'amour? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça pourrait changer la vie? Expérimenter ça et le filmer avec une vingtaine d'autres habitants. Et le maire a dit oui. Donc dans ce film, comment ça se passe? On vous voit courir, mais on voit également des habitants se rencontrer? Ah ouais, c'est exactement ça. Donc moi, pareil, pour donner de l'énergie, dire je suis assez déterminé à dire que c'est un sujet, et attirer aussi l'attention. J'ai couru 150 km en 24 heures. Et pendant ce temps-là, j'ai demandé est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent de filmer. Il se trouve qu'on avait des très bons photographes, des gens qui avaient l'habitude de l'image, des drones, etc. Et on a organisé différentes activités qui permettent de se reconnecter au corps, à la nature, aux autres par le théâtre, etc. On a même arrêté Hyper U pour demander aux gens si ça leur parle de faire des cœurs pendant 10 secondes, histoire de dire, même dans un supermarché qui paraîtrait déshumanisé, en fait on est les mêmes et on veut la même chose. Donc ce film, il sort quand? Il sort, on le présente le 15 décembre, c'est un vendredi à 20h30 à Jean Carmet à Muret-Rigny. Troisième projet en devenir qui va certainement être grand. Est-ce que vous pouvez nous en parler également? Oui, on a fait ce film et en plus des gens viennent nous aider. Je me suis dit, moi je connais rien à tout ça, c'est de moins en moins vrai, mais enfin j'ai pas de producteur, je sais pas comment on fait pour que le film soit vu. Et je me posais la question, je me disais si un maire ça l'a intéressé, il a vu ce que c'était que de le vivre, pourquoi ça intéresserait pas d'autres maires? Je pense qu'il y a toujours le côté faut qu'il y en ait un qui ose et puis après les autres allez on y va. Et donc le projet c'est d'aller devant l'Assemblée nationale, donc de partir pareil d'ici, histoire que ça intéresse les gens, en courant 2 marathons par jour, donc 4 jours pour rejoindre Paris. J'avoue aussi que ça me fait plaisir de faire ça. Devant l'Assemblée nationale, j'espère solliciter des députés, de s'étonner publiquement que ce sujet qui était présent dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les religions, toutes les philosophies posent cette question, quel est le sens de la vie? Et tout le monde y répond, en fait c'est l'amour. Comment ça se fait que ce n'est pas un sujet dont on parle sur le plan politique? Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. Donc 3 actions, qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que c'est est-ce que c'est 3 actions un peu similaires ou est-ce que vous voyez quelque chose qui change, qui évolue et certainement vous évoluez avec? Oui, c'est sûr que j'évolue avec. Moi je vois un cheminement alors qui est intuitif pour moi, qui était le premier, un constat. On nous parle de choses atroces, ça aide pas en tout cas mes enfants à se dire je vis dans un monde chouette et ça leur donne pas la banane, quoi. Donc, et si on parlait d'amour, c'est ça. Le deuxième, c'est dire comment on fait pour le faire à l'échelle d'une communauté, comment on démarre, voilà, est-ce que c'est possible et comment les gens y réagissent. Et j'avais quand même un peu l'idée d'une troisième chose, c'est si on me demande, oui mais concrètement, on se tourne vers moi, puis on dit explique-nous comment on fait pour mieux s'aimer. Et moi, alors je suis allé en Israël, il se trouve au mois d'août,
parce que je voulais tourner justement, c'est là-bas qu'ont été créés, enfin, sont nés les 3 religions monothéistes. Donc, on voit en même temps, il y a ce paradoxe, là que sont nées les grandes sagesses, entre guillemets, et puis qu'il y a les batailles, donc c'est très complexe. Bon. Et ben c'était de tourner le regard vers ça, mais comme on pourrait le tourner vers la philosophie, vers des mouvements de psychologie, de développement personnel, etc., qui sont, entre la politique et ça, à mon avis, 2 pieds. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'organiser et à la fois apprendre de la nature humaine, de nos comportements, et faire cohabiter ça. Donc c'était porter le regard, le 3e volet là-dessus. Donc là, un côté très politique, de plus en plus politique d'ailleurs. Comment justement les politiques peuvent intégrer l'amour finalement pour la société? Comment on peut gouverner avec l'amour? Comment vous le voyez, vous? Ouais, c'est hyper intéressant votre question, parce que la politique, c'est l'organisation de la cité. Mais pour moi, c'est une autre chose que de dire il y a des gouvernants qui décident de l'organisation de la cité. Ça, c'est un modèle. Mais il y a plein d'autres modèles de décision publique. Et donc moi, je m'adresse aux hommes et au cœur des hommes, qui peuvent être donc des femmes, bien sûr. Et donc c'est plutôt, d'ailleurs, je parle d'étonnement public devant l'Assemblée nationale. Enfin, ce message, pour moi, là il se trouve, moi je fais des choses dans ce sens-là, mais il y a plein de gens qui font ça, heureusement. Et comment quelqu'un, là où il est, vous êtes ouvrier, syndiqué, je sais pas, vous tenez une bibliothèque, ou vous êtes grand dirigeant politique, vous restez un homme, quoi, qui a des émotions, qui a une histoire, qui a une culture, et c'est tout ça qui fait la manière de réagir, la manière de décider, la manière d'inventer un monde. Parce que ça peut paraître utopique et un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression que souvent, dès qu'il y a le côté politique, tout ce qui est émotion, sentiment, voilà, faut le laisser de côté, parce que la politique, on peut pas plaire à tout le monde, donc faut faire des choix et faut essayer de... Voilà, on essaie de penser peut-être plus logique que sentiment. Oui. Alors je vois ce que vous dites, c'est bien sûr très intéressant. Beaucoup de gens disent « Ah ben c'est utopique de parler d'amour ». Vous voyez bien que si vous faites agresser, vous allez être en colère ou effondré, en tout cas vous allez avoir une surréaction. Pardon, c'est atroce ce qui se passe en ce moment en Israël. Il y a des gens dont c'est la vie, donc il faut être extrêmement prudent. Mais on ne sait pas qui a commencé. Si on regarde en fonction des angles, il y a débat. Bon, très bien. Mais dans tous les cas, si vous réagissez en tuant 2 fois plus de gens, je ne sais pas ce qu'on gagne sur le plan collectif. Ceux qui vendent des armes, peut-être ils gagnent des choses, pas de doute. Mais la question, c'est est-ce qu'à un moment, c'est pour ça que dans notre culture, on dit tendre l'autre joue. Il faut bien comprendre, c'est pas accepter l'innommable. Bien sûr, c'est condamner ça. Mais c'est regarder celui qui vient de vous agresser en réussissant à voir qu'il y a de l'humanité en lui et être capable vous-même de dépasser ça pour le faire émerger. Quand un enfant, si vous lui criez dessus parce que vous avez une réaction de peur, ça va envenimer la situation. Par contre, si vous comprenez qu'en fait ça vient d'une douleur, ce qu'il fait, il a eu peur lui, vous êtes en compassion avec lui, déjà il a plus mal. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que l'amour, c'est un truc extrêmement concret. Les émotions humaines sont extrêmement concrètes. Je préfère vendre des armes parce que j'ai peur que mon empire s'effondre. Je souffre en fait. Alors oui, c'est hyper dur dans ce cas-là. Voilà. Mais moi ce que je dis, c'est nous qui ne sommes pas sous les bombes, on a la possibilité, et c'est pour ça que c'est l'intrication, on parle en physique quantique d'intrication. Ce que vous faites ici, dans votre mari, il vous a énervé, et puis je sais pas quoi, ou votre collègue, ou le type qui a klaxonné derrière, vous avez une possibilité de surréagir et d'envenimer ce qui se passe dans ce monde, ou une possibilité de dire « je comprends,
de son point de vue, c'est n'importe quoi ce que je fais. Peut-être je dois corriger, mais en tout cas, je peux essayer de mieux réagir. Et à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois, il peut se passer beaucoup plus que ce qu'on croit, et ça, c'est extrêmement concret. Là où vous habitez, vous avez décidé de mener une expérimentation à votre échelle, voir si vous pouviez vivre plus proche de la nature, sans électricité, sans eau. Comment ça se passe pour vous? Comment vous vous sentez déjà? Ça fait 5 ans. Comment vous vous sentez en 5 ans à vivre dans cette nouvelle manière de vivre en fait, ou ancienne? Ouais. J'ai observé que ça m'a rendu beaucoup plus acteur, voilà, beaucoup plus vivant. Mais je pense que c'est normal parce que simplement je suis dans un milieu beaucoup plus vivant lui-même et qu'on est plus en interaction avec ça, avec les saisons, avec l'eau, il faut que j'aille la chercher loin. Donc j'ai plus de gratitude, je vois les animaux bouger, donc on comprend aussi mieux ce qu'est le fonctionnement de la vie et qu'il faut être dans l'humilité, dans la coopération. Donc ça c'est profondément... Alors pourquoi moi j'ai fait ça? C'était parce que mon travail d'avant à l'ADEME était de dire il y a un problème de l'impact de l'homme sur le milieu et donc ça mène à éventuellement l'extinction de l'humanité, l'anthropocène. C'est-à-dire qu'on a détruit déjà beaucoup notre environnement et il y a une accélération de ça qu'on peut voir par exemple sur la biodiversité. Et dans des expérimentations, on voyait que des gens qui réduisaient leurs déchets, qui jouaient sur le mode de vie, redevenaient plus acteurs et pouvaient être beaucoup plus heureux, parce que ça a beaucoup d'influence sur le reste des éléments de leur vie. Donc ça m'intéressait de tester ça et de voir jusqu'où on pouvait aller. Pourquoi? Parce que notre système a l'air de dire non mais c'est pas possible, les gens n'accepteront pas, etc. Et je pense que ça, c'est plutôt quelque chose qui arrange les marchands de penser ça. Tout le monde est appuyé sur le PIB, quoi. Le PIB, c'est des gens qui vendent des choses. Donc on n'a plutôt pas intérêt à dire ça, et que la réalité, c'est qu'il y a une grande souplesse des gens. Lorsque vous les aidez collectivement, voilà. Et donc moi, je voulais expérimenter, voir, est-ce que moi, ça me rend plus heureux de vivre sans électricité et sans eau? Et si, au bout de 5 ans, la réponse est en fait, ça change complètement ma vie, je trouve que je suis légitime à dire il y a une question qui se pose sur l'affirmation que vous faisiez. Donc là, vous allez continuer dans les prochaines années? Disons, je vois pas pourquoi. Pour l'instant, je changerai, mais tout change tout le temps, donc je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Ouais. Comment vous faites du coup pour l'électricité, pour l'eau Alors pour l'eau, j'utilise l'eau de la rivière pour des tâches simples comme laver ma vaisselle et puis on gère ça sur le terrain. Et puis je vais et je me lave avec. Et par contre, je vais l'eau qu'on boit, je vais la chercher à un robinet public tous les 15 jours. Et puis l'électricité, j'ai un panneau solaire et une batterie de 12 volts, donc ça suffit pour mon téléphone portable et mon ordinateur. Ça ralentit le mode de vie? Oui, effectivement, on voit qu'on a... c'est le métro boulot dodo avec la montre, avec tout va plus vite, et puis vous êtes comme ça, comme dans un tunnel, et puis vous pouvez passer la vie comme ça. Oui, voir que, par exemple, moi je vois la rivière évoluer, je sais d'où vient l'eau que je consomme, je sais qu'il y a lieu d'être inquiet, je sais que ça pose des questions sur comment elle est partagée. Donc là, vous devenez plus citoyen, c'est-à-dire concerné par comment on s'organise collectivement. Vos enfants, comment ils prennent justement ce changement? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont à fond dedans, ou est-ce que c'est compliqué pour eux, autant pour vos actions que pour ce mode de vie différent? D'abord, on est séparés donc, avec leur maman, et donc j'ai la chance, je trouve ça super parce qu'ils ont un mode de vie très normal, habituel, quoi. Et puis ils ont le mien, donc c'est comme une double nationalité. Donc pour moi, c'est un enrichissement et je trouvais que c'était important qu'ils aient un double regard au moins, et que ça les aide à savoir vers quoi ils veulent aller.
Globalement, eux et leurs copains, à chaque fois qu'ils sont là, ils disent ben, on s'ennuie jamais. Alors ça c'est fascinant pour les gens, très souvent ils disent voilà, je vais te donner un jeu vidéo parce qu'on ne sait pas trop comment les occuper, ils font du bruit et tout ça. Alors que moi, j'ai jamais ce problème-là, quoi. Ils apprennent ce que je fais, ils trouvent ça marrant de construire des cabanes, d'aller pêcher des poissons. Et par contre, quand on peut regarder un DVD, on est hyper content, quoi.